Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 19. À cette heure si tardive, l'hôpital était plongé dans un silence à peine troublé de ci de là par les discussions à voix basse des personnels de garde. Parfois, au-dessus de la porte d'une chambre, une lumière s'allumait. Un patient avait besoin de quelque chose. Hormis ces rares traces de vie, tout semblait endormi. Infirmière ici depuis 10 ans, Virginie savait que c'était le moment le plus critique de la nuit. Il lui fallait user de 1000 subterfuges pour ne pas sombrer dans le sommeil. Abandonnant son ordinateur et des tâches administratives de part trop réparbatives, elle quitta le petit bureau vitré qui jouxtait la salle de repos pour aller faire un tour dans les couloirs. Elle croisa une collègue avec laquelle elle échangea un peu. Malheureusement, la fatigue était toujours trop présente et elle se résolut à sortir un peu sur le parking. L'air frais, pour ne pas dire froid, de cette nuit de fin février fit son maximum pour lui redonner du punch. Au moment où, enfin, un peu réveillée, elle voulut retourner au bureau, le son d'un moteur attira son attention. Qui pouvait se trouver là à cette heure-ci? Elle cherchait d'où venait le bruit. De fortes lumières à l'autre bout du parking, venant dessiner son ombre contre la porte du bâtiment près duquel elle se trouvait. Lentement, le véhicule se mit à rouler dans sa direction. C'est la peur ou l'instinct de survie qui prit alors le dessus chez l'infirmière. Elle attrapa précipitamment dans la poche de sa blouse la carte d'accès qui lui permettait d'entrer dans l'hôpital. Les phares étaient assez proches maintenant pour commencer à l'éblouir. Par maladresse, elle laissa tomber son passe, ce qui ne fit qu'accentuer son angoisse. Elle entendit les freins de la voiture qui s'immobilisa à 2 mètres d'elle tout au plus. Tout en tremblant, elle s'agenouilla pour ramasser la carte, mais dans la panique, elle mit plus de temps que nécessaire pour la retrouver. Le bruit des portières qui s'ouvrent. Enfin, elle remet la main sur la carte, mais pas le temps de respirer. 2 hommes sortent, un de chaque côté du véhicule. D'où elle se trouve, Virginie ne distingue que leur silhouette. Elle s'est relevée, passe le maudit bout de plastique devant le lecteur qui reste sans réaction. Les 2 hommes ont claqué les portières de la voiture. L'infirmière réalise pourquoi la porte refuse de s'ouvrir. Elle tient la carte dans le mauvais sens. Les individus s'approchent d'elle. Elle retourne la carte. Le lecteur clignote un instant avant d'afficher une lumière verte. Les 2 hommes sont tout proches maintenant, mais ils ne prononcent pas le moindre mot et Virginie n'ose pas les regarder. Elle ouvre la porte et se glisse à l'intérieur. L'espace d'une demi-seconde, elle ressent un grand soulagement. Il est de courte durée, car lorsqu'elle essaie de refermer la porte, l'un des 2 hommes a glissé son pied dans l'embrasure. D'un geste brusque, il force l'ouverture. Virginie hurle tétanisée.
Sa peur est décuplée lorsqu'elle constate que les deux hommes ont le visage peint en blanc, la bouche et les yeux cernés de noir. Avant même que l'infirmière n'ait le temps de réagir, il pointa dans sa direction un petit spray et lui en pulvérisa le contenu sur le visage. La malheureuse perdit alors l'équilibre et tomba à la renverse. L'homme la retint in extremis pour l'empêcher de se faire mal et l'accompagna lentement jusqu'au sol. Il se retourna ensuite vers son camarade qui était resté en retrait. D'un simple geste de la tête, il lui fit signe de venir et les deux individus entrèrent dans l'hôpital. Ils déambulèrent dans les couloirs déserts du rez-de-chaussée comme deux fantômes dans les coursives d'un manoir hanté. Si quelqu'un les avait croisés, alors il aurait sans aucun doute eu l'impression d'être face à deux jumeaux magnifiques. Costume cravate, grand, les cheveux gris, coiffés au carré, le visage anguleux peint en blanc, la bouche et les yeux cernés de noir. La seule distinction se trouvait dans la pochette de la veste de leur costume. Noir pour l'un, rouge pour l'autre. Ils se présentèrent bientôt devant l'ascenseur et tandis que le premier appuyait sur le bouton d'appel, le second sortait de sa poche un téléphone portable. Un vieux modèle à clapet, complètement dépassé, mais parfaitement fonctionnel. Il appuya sur une seule touche et un numéro se composa automatiquement. Après 3 sonneries, quelqu'un décrocha. « Mambo ?»« Oui, c'est moi, Mambo Suprême » fit une voix féminine à l'autre bout du fil. « Nous sommes sur les lieux. »« Très bien, Fidel Ungans. Je commence la cérémonie. » C'était un étrange endroit, perdu au milieu d'un immense terrain vague. Quelques arbres malades en bordure, un petit bosquet prêt à mourir en son centre. Les engins de travaux publics qui étaient stationnés aux alentours ne s'y étaient pas encore attaqués. Il y avait fort à parier que c'était juste une question de temps. Il faisait nuit, tout était calme, et pourtant, un passant imprudent n'aurait pas manqué de remarquer la lueur qui dansait entre les arbres. S'il avait manifesté un peu de courage, il se serait approché pour assister à une scène bien étrange. Un feu de camp illuminait le lieu et réchauffait 3 femmes qui étaient debout tout près. Elles étaient toutes revêtues d'une longue robe rouge brodée de motifs géométriques dorés et portaient autour du cou de larges colliers composés de pièces d'ambre aux couleurs et aux reflets variés. Les 2 premières étaient brunes et se tenaient à gauche et à droite de la troisième, une femme blonde, un peu plus grande que ses consoeurs. Elles avaient les yeux fermés et se tenaient la main. La vibration d'un téléphone les fit réagir. La blonde lâcha ses sœurs et extirpa un petit appareil à clapet de dessous de sa robe. « Oui, c'est moi, Mambo Suprême. » Court silence. « Très bien, Fidel Ungans, je commence la cérémonie. » Il raccrocha, se tourna vers les 2 autres femmes. « Mes sœurs, nous pouvons commencer. » À ces mots, la jeune femme à droite de Mambo Suprême se laissa tomber à genoux et commença une étrange mélopée où semblaient se mélanger des expressions de différentes langues. Il était facile par moments de reconnaître les mots de mort, de nuit et de froid. Le reste des phrases demeurait incompréhensible. D'un seul coup, elle parut entrer en transe. Elle commença à bouger de manière étrange et ses yeux se pacifièrent. Il y eut une petite détonation dans le feu et elle s'immobilisa. Mambo Suprême, qui avait regardé la scène sans réagir, se retourna ensuite vers la seconde camarade. Cette dernière fit alors une petite révérence et se laissa tomber à genoux à son tour. Elle entama le même type de chants étranges dans un dialecte tout aussi opaque. Les seuls mots qui furent audibles dans son cas furent renaissance, lumière et chaleur. Elle entra à son tour en transe et finit par s'immobiliser, juste après qu'une seconde détonation soit venue troubler le feu. Les 2 femmes étaient statufiées, et Mambo Suprême prit alors le relais. Elle leva lentement les bras vers la lune qui venait d'apparaître entre les cimes des arbres, et à son tour entama une prière. Rien à voir avec celle des autres femmes. Bien que le langage fût tout aussi incompréhensible, le ton était à l'inverse calme et posé. Il augmenta en intensité, doucement, et se termina dans un cri. À l'instant précis où Mambo Suprême lâchait son dernier mot, un violent courant d'air vint éteindre le feu, ne laissant à sa place qu'un petit halo de fumée qui restait étrangement compact et immobile. Suprême posa les yeux sur ce dernier, et comme si elle s'était adressée à une personne, parut lui donner un ordre.
Il n'y avait dans le ton de sa voix aucune agressivité. Au contraire, elle était douce et posée. Cela parut plaire au petit nuage de fumée qui, aussitôt, sans se dissiper, sans disparaître, commença à monter en direction du ciel, prenant petit à petit plus d'espace, plus de force, jusqu'à devenir, une fois arrivé en hauteur, un nuage noir et menaçant. Mambo avait, du regard, suivi sa progression le plus longtemps possible. Quand elle le perdit de vue, elle frappa dans ses mains. Ses deux camarades, qui jusque-là étaient restés pétrifiés, parurent retrouver la vie d'un seul coup et s'écroulèrent allongés au sol. Valérie ouvrit les yeux. Elle se redressa un peu. Ce vieux canapé était vraiment inconfortable. Elle tira sur sa blouse d'infirmière pour la remettre droite. Il n'y avait qu'une collègue avec elle dans la salle de repos de l'hôpital, Sandrine. Cette dernière était en train de lire un magazine et semblait totalement absorbée. En tournant la tête vers le bureau vitré qui se trouvait juste à côté, elle constata qu'il n'y avait personne devant l'ordinateur de ce dernier. « Virginie n'est pas là ?» demanda Valérie. Daignant avec contrariété sortir de la lecture d'un article sur les amours de Patrick Fiori, qui semblait la passionner, Sandrine fit le même constat. « Je ne sais pas, » répondit-elle en replongeant dans la lecture. « Elle a dû aller faire un tour pour ne pas s'endormir. » Avec peine, l'infirmière s'extirpa du vieux canapé et se dirigea vers la fenêtre. Elle l'ouvrit en grand et, après s'être assurée qu'il n'y avait personne d'autre que Sandrine dans le coin, sortit un paquet de cigarettes de la poche de sa blouse. Bien que totalement absorbée dans ses lectures, la jeune femme ne perdit pas l'occasion de faire une réflexion. « Tu vas te faire gauler un jour. »« Peut-être, » répondit Valérie en sortant une cigarette du paquet. Sandrine eut un sourire et ne fit pas d'autres commentaires. Alors, la fumeuse alluma l'objet de sa transgression et se pencha à la fenêtre pour en cacher les conséquences. L'air du soir était un peu frais mais agréable. Après avoir observé les étoiles, elle posa le regard sur le parking en bas. Elle vit qu'il y en avait encore un qui s'était garé n'importe comment, presque devant la porte du personnel, et qu'en plus, il avait laissé ses forts. Sans doute un collègue pressé et sans respect. Elle allait se retourner pour en faire la remarque à Sandrine lorsqu'un énorme coup de tonnerre résonna. Surprise, elle regarda de nouveau le ciel. Ce dernier qui, quelques instants plus tôt, était tout étoilé, venait de s'assombrir à une vitesse incroyable. Cela surprit Valérie qui, après un second éclair et un second violent coup de tonnerre, éteignit sa cigarette et ferma la fenêtre pour éviter de recevoir la pluie qui risquait de se mettre à tomber aussi rapidement. C'est à ce moment que l'électricité se coupa et que l'hôpital, du moins cette partie, fut plongé dans le noir. Lorsqu'il entendit le premier coup de tonnerre, l'homme à la pochette rouge jeta un regard entendu à l'homme à la pochette noire. Au second écho de la colère du ciel, il y eut un petit bruit et l'ascenseur dans lequel il se trouvait encore s'immobilisa. Les lumières s'éteignirent, ce qui les plongea dans le noir. Aucun des deux ne manifesta la moindre panique. Avec le plus grand calme, l'homme à la pochette rouge déclencha le chronomètre de sa montre. L'homme à la pochette noire s'approcha des boutons et appuya sur celui du sous-sol. Il y eut un petit grésillement et l'ascenseur se remit en marche. Les portes s'ouvrirent sur un couloir désert et sombre, ce qui ne parut pas perturber nos deux protagonistes, qui s'y engagèrent avec détermination, comme si l'obscurité n'était pas pour eux un problème. Ils savaient de plus parfaitement où ils devaient se rendre, et ils marchaient en sifflotant. Arrivé devant une porte close, l'homme à la pochette rouge avisa une pancarte sur cette dernière et fit un petit geste entendu à son camarade. S'il était étonnant en vue de l'obscurité ambiante que le premier puisse lire l'affiche, c'était encore plus surprenant de la part du second qui se trouvait à une dizaine de pas en arrière. L'homme à la pochette rouge poussa la porte sur laquelle était indiqué « Pôle de médecine légale ». Cette dernière n'opposa aucune résistance et les deux étranges visiteurs se retrouvèrent bientôt juste à côté de la morgue où Fred entreposait ses clients. Il ne leur fallut pas longtemps pour trouver le casier où reposait Alice Ménestrel. Pendant que l'homme à la pochette noire allait chercher un chariot,
Brancard, l'homme à la pochette rouge sortait une seringue de la poche intérieure de son veston. D'un geste précis, et sans la moindre hésitation, il planta cette dernière dans la jugulaire de la morte. Une marque rouge apparut alors autour de l'endroit où il avait piqué. Les deux hommes eurent quelques difficultés à extirper Alice de son casier et à la poser sur le chariot. Ils la couvrirent d'un drap et prirent la direction de l'ascenseur. Ils installèrent le corps de la malheureuse sur le siège arrière de la voiture et retournèrent ensuite dans l'hôpital. L'homme à la pochette rouge regarda le chronomètre. 7 minutes 23. Le temps avançait trop vite. Ils devaient se dépêcher. Avec la même assurance, ils gagnèrent le second étage et là trouvèrent sans difficulté la chambre où se trouvait Aurore Roy. Ils prirent toutes les précautions possibles pour la débrancher des différents appareils qui contrôlaient son état de santé et l'installèrent sur un fauteuil roulant. De nouveau, la pochette rouge regarda son chronomètre. 10 minutes 22. Il fit signe à son camarade d'accélérer. C'est en courant qu'ils regagnèrent l'ascenseur, manquant de renverser le fauteuil à plusieurs reprises. Quand à son tour Aurore fut installée dans la voiture, l'homme à la pochette noire prit le volant et l'autre s'installa à la place du mort. Il regarda sa montre. 12 minutes 17 secondes. Il fit un grand sourire à son comparse et la vieille Continentale 1970 recula et quitta le parking. Lorsqu'elle reprit connaissance, il fallut quelques secondes à Virginie pour se souvenir de ce qui s'était passé. Une panique la saisit alors, mais elle réalisa rapidement qu'elle était toute seule dans le couloir. La porte d'entrée de l'hôpital était close et nulle part la moindre trace de l'étrange visiteur. Elle essaya alors de se relever, mais une douleur lancinante vint lui frapper le cerveau et elle manqua de perdre l'équilibre. Elle parvint finalement à se mettre debout et avec peine se dirigea vers l'ascenseur. Elle devait prévenir quelqu'un de ce qui venait de se passer, et surtout quitter ce lieu au cas où. Comme elle s'apprêtait à appuyer sur le bouton d'appel, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle fut soulagée de voir que les 4 personnes à l'intérieur n'avaient rien à voir avec son agresseur. Elle en connaissait même un, le docteur Castella. Ce dernier, en voyant l'infirmière, réalisa immédiatement qu'elle n'était pas dans son état normal. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. En tremblant, Virginie raconta sa mésaventure. Lorsqu'elle évoqua l'homme au visage grimé, Fred se retourna vers Solange et cette dernière, la surprise passée, eut un étrange réflexe. Elle regarda sa montre et lâcha un juron. Le commandant Borel et Isaac ne comprirent pas la réaction de leurs collègues et le premier demanda une explication. « Pas le temps, » répondit le lieutenant avant de se tourner vers Fred. « Le corps d'Alice est à la morgue ?»« Bah bien sûr !» répondit le médecin avant de paraître traversé par un trait de génie et d'ajouter « Oh bordel !» Sans laisser le temps à personne de poser une autre question, il appuya sur le bouton du sous-sol et la porte de l'ascenseur se referma, laissant la malheureuse Virginie sans le moindre réconfort. Les visiteurs n'avaient même pas pris la peine de refermer les casiers, et dès qu'ils entrèrent dans la morgue, Solange et Fred comprirent ce qui venait de se passer. Quant à Isaac et Borel, ils eurent besoin de précision. En réalisant que l'on venait de nouveau de subtiliser le corps d'Alice Ménestrel, le commandant de police crut défaillir. « Juste avant de quitter le bureau de Fred, précisa Solange, j'avais regardé l'heure. Il était minuit moins le quart. Nous avons mis très peu de temps pour gagner l'ascenseur, pas plus de 1 ou 2 minutes. Et encore moins pour atteindre le rez-de-chaussée et tomber sur cette malheureuse infirmière. Pourtant, quand j'ai regardé de nouveau ma montre, il était minuit pile. Isaac réalisa l'étrange similitude entre ce qui venait de se passer et ce qu'il avait constaté sur les caméras de surveillance lors de la première disparition de la victime. « Il manque un quart d'heure ?» lâcha-t-il sidéré. À mon avis, compléta le lieutenant, il nous manque pile 13 minutes, comme sur la timeline. Borel eut beau répéter 100 fois que cela était impossible, il eut beau vouloir rejeter l'évidence, il ne put pas argumenter contre les éléments de fait qu'ils avaient tous sous les yeux. C'est un grand désarroi qui s'empara alors du petit groupe. Que faire face à autant d'événements aussi irrationnels? Face à l'inconnu, il est parfois rassurant de revenir à des choses posées et connues.
le commandant Borel eut une réaction surprenante. Il faut faire un rapport, immédiatement. Tous se regardèrent comme s'il venait de faire la plus stupide des propositions, mais personne n'osa lui répondre. Personne, à part Fred. Putain, mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ton rapport? Qu'on a été visité par des extraterrestres et qu'on nous a volé 13 minutes de notre vie? Ou alors qu'on a été victime d'un mystérieux rite vaudou? Borel, loin de se démonter, s'apprêtait à argumenter que c'était la procédure et que ne pas la respecter pouvait avoir de lourdes conséquences. Il n'en eut pas le temps quand un agent de sécurité fit irruption dans la pièce. Dire que le type était patibulaire n'était pas lui rendre justice, car à côté de lui, le plus patibulaire des criminels était un homme avenant. Il ne parla pas, il hurla, demandant des comptes aux personnes présentes. Lorsque 3 d'entre elles lui exhibèrent leur carte de police, le vigile changea de ton, et l'on eut l'impression d'être à côté d'un enfant pris en faute. Il s'excusa, mais justifia son comportement par la disparition d'un patient. Cette fois-ci, le major Simon fut plus rapide que le lieutenant Socan. Ce patient, c'était une femme? Ouais. Son nom, dites-nous son nom. Surpris, le vigile ne fut pas en mesure de répondre. Comme le policier insistait pour avoir l'information, il attrapa la radio qui pendait à sa ceinture et contacta son responsable. Ce dernier fut agacé qu'il s'interrogeât ainsi sur un détail alors qu'il devait faire des recherches. Mais il se radoucit également en entendant que c'était la police qui posait la question. D'une voix nasillarde, il répondit donc. « Aurore Roy. » À suivre.